Je comprends qu'il y a quelque chose qui est aussi difficile pour eux, sinon plus, c'est le souvenir d'avoir été, à un moment donné, des animaux. Le récit des rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda, après un tel traumatisme, est indicible et doit emprunter des sentiers détournés. Souvent, au lendemain d'une guerre, les personnages qui ont souffert, les victimes, tiennent à parler très fort. Elles tiennent à accuser, à revendiquer, à réclamer, à pleurer, à accuser. Elles tiennent à parler très fort. Et ce personnage du Tutsi, du rescapé Tutsi, lui, il s'écartait, il était absent. Ce silence, à un moment donné, j'ai compris que ça allait être le cœur du travail, c'est-à-dire pourquoi les gens qui ont vécu cela se taisent. Alors les tueurs, c'est assez compréhensible, ils se taisent parce qu'ils ne veulent pas en pâtir, c'est-à-dire ils ne veulent pas être condamnés pour cela. Donc ils mentent, ils n'étaient pas là, ils ont été obligés, mais enfin ils ont tendance à se taire comme n'importe quel criminel se tait, c'est assez naturel. Mais pour un rescapé, ça l'est moins. Elles ont vécu une expérience tellement extraordinaire qu'elles pensent qu'elles ne vont pas être crues, elles ne vont pas non plus être comprises. Donc c'est doublement douloureux. Elle a peur aussi de ne pas dire la vérité parce qu'elle a des troubles de mémoire. Il faut savoir que ces gens-là qui se sont enfuis, cachés, dissimulés, ils se sont beaucoup affaiblis, ils vivaient très mal. C'est des gens qui, toute la journée, se cachaient sous des papyrus, dans la vase, qui sortaient quand les tueurs s'en retournaient et qui allaient dans les champs pour essayer de fouiller, pour chercher la nourriture qu'ils allaient manger à main nue sans souvent le cuire. Donc ils faiblissent physiquement, ils faiblissent beaucoup et puis ils faiblissent aussi psychologiquement parce qu'ils voient des morts toute la journée, des morts en sortant des marais, ils voient les leurs disparaître, etc. Et donc la tête aussi faiblit, c'est-à-dire que la mémoire faiblit. Au début, quand on est en face de gens comme cela, on pense que ce qui est le plus difficile pour eux, c'est l'horreur. C'est l'horreur et la douleur. L'horreur de ce qu'ils ont vu et la douleur de ce qu'ils ont perdu. D'avoir vu ces enfants se faire découper devant soi. Au fil des années, je comprends qu'il y a quelque chose qui est aussi difficile pour eux, sinon plus, c'est le souvenir d'avoir été, à un moment donné, des animaux. Ils vivaient nus, ils étaient pleins de poux, ils étaient pleins de piqûres de moustiques, ils étaient malades, ils faiblissaient physiquement, ils ne se souvenaient plus très bien. Moi, il y a quelques fois, je leur demandais, on a beaucoup parlé, par exemple, de la question de Dieu. Le peuple rwandais est assez chrétien, et au début, donc, ils se sont adressés à Dieu très fortement, pour lui demander d'être aidé, d'être compris, d'être sauvé, etc. Et puis, petit à petit, ils ont commencé à renoncer, arrêter même de s'adresser à Dieu, d'y penser. Et ça, c'est quelque chose qui a été très, très, très honteux pour eux après. Il y a eu comme ça des tas de blocages qui ont empêché les souvenirs de revenir aussi facilement qu'ils auraient pu revenir dans d'autres régions après d'autres événements. Du côté des tueurs, c'était plus simple. C'était un choc de constater à quel point ces gens-là ne portaient aucune séquelle de ce qu'ils avaient fait. Il n'y a pas eu de cas de traumatisme, il n'y a pas eu de tentative de suicide, de récit de dépression. Ils ont une faculté assez inouïe pour se victimiser à leur tour. Les premiers mois, je me heurtais à une espèce de refus de leur part parce que je m'adressais toujours à eux à la deuxième personne du singulier. Et dès lors que j'ai employé la deuxième personne du pluriel, en disant vous, alors ils retrouvaient là une possibilité de se noyer dans un groupe. Et dans un groupe qui était un grand groupe, et puis un grand groupe qui était encadré par des encadreurs, où ils pouvaient retrouver un peu d'anonymat et une déresponsabilité. Et donc à partir de ce moment-là, ils ont parlé. Ils disaient nous. Mais même s'ils racontaient quelque chose de très personnel, c'était toujours le nous. Ils racontent bien, et quand on les écoute,
comment des gens plutôt sympathiques peuvent basculer dans la barbarie en très peu de temps. C'est ce basculement collectif, ce conformisme meurtrier qui est époustouflant. C'est une journée où je me sentais un peu droguée. Parce que j'ai appris donc, par différentes personnes que mon frère, Lando, venait d'être tué ce matin du 7 avril